Nouvelle semaine, de nouvelles informations. Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous et bienvenue en cette soirée du lundi 19 septembre 2022. Dans les informations de ce jour, le visa de séjour de moins de 15 jours sera désormais gratuit selon les informations émanant du ministère du Tourisme aujourd'hui. Cette décision a été prise dans l'objectif de redresser le domaine du tourisme selon les explications. Reportage de Findjesen Amirey. 35 €, soit 147 500 arrières, c'est le tarif du visa de séjour de moins de 15 jours et autres frais pour les ressortissants étrangers qui arrivent à Madagascar. Actuellement, le coût du visa de 25 €, soit 205 000 arrières, a été supprimé. Cette décision est effective depuis le début du mois d'août dernier, selon un communiqué sorti par le ministère du Tourisme aujourd'hui. La suppression du droit de visa pour les touristes séjournant moins de 15 jours entre dans le cadre de redressement du domaine du tourisme. L'objectif est d'attirer davantage de touristes à visiter Madagascar, selon les explications. Néanmoins, ces touristes doivent toujours s'acquitter du coût de la préparation des dossiers de 10 €, soit une valeur de 42 000 arrières. Toujours dans cette page économique, environ 250 micro, petites et moyennes entreprises sont dans l'informel. Afin d'améliorer le taux de pression fiscale, il est nécessaire d'intégrer ces entreprises dans le formel, une initiative qui renforcera tous les efforts déjà consentis par la Direction générale de l'impôt. En conséquence, une enquête a été menée auprès de ces entreprises et aujourd'hui, les résultats de cette enquête et les recommandations faites pour atteindre l'objectif ont été présenté à Nkourndjan. Les détails avec Ruth Christelle Rakoutou-Malal sur les images de Barnier Nadé-Nilsan. Il y a environ 3 millions d'emplois informels à Madagascar, selon les audits effectués par une société d'audit locale, soit 90% des emplois dans notre pays. En outre, 250 micro, petites et moyennes entreprises ou MPME figurent parmi ces informels, soit 26 à 29% du PIB. Afin d'améliorer notre économie, il est nécessaire d'augmenter le taux de pression fiscale. En conséquence, une audit a été menée sur ces MPME. Une stratégie de développement des MPME et de soutien à la formalisation du secteur a été présentée ce jour. Il existe également un dispositif mis en place par le ministère de l'Économie et des Finances pour lutter contre les activités illégales. Un financement de 1 million d'unités de compte de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement a été reçu par Madagascar pour couvrir le coût du projet d'appui à la mobilisation des recettes publiques. Toujours dans cette page économique, mais vers la région Antsinan, une foire économique et commerciale organisée par la région Antsinan se tiendra du 1er au 3 décembre à Touamasn. Il s'agit d'un événement économique qui mettra en avant les potentialités économiques de la région Antsinan et de Touamasn, la capitale de la région. La foire tenant en pleine campagne de litchi, ce secteur y tiendra une place particulière. L'organisateur a également expliqué aujourd'hui que ce sera une occasion pour les jeunes entrepreneurs de montrer leur savoir-faire. Cette foire sera ouverte aux 23 régions de Madagascar. Restant toujours dans la région Antsinan, 6 personnes ont été arrêtées et auditionnées dans le cadre de l'affaire de carburant additionné à du solvant. Elles ont été appréhendées en fin de semaine à Antanandav, à Touamasn. En outre, 150 bidons de 20 litres contenant du carburant ont également été découverts sur les lieux selon les explications. Ces personnes sont complices des chauffeurs camions-citernes transportant du carburant additionné de pétrole et d'acide sulfurique vers Antananarive. Le gouverneur de la région Antsinan condamne de tels actes ainsi que les hauts responsables qui pourraient être impliqués dans cette affaire. De nombreuses infrastructures dans le domaine de la santé, l'éducation, mais aussi de la sécurité sont actuellement en cours de réhabilitation dans la partie sud du pays. Il s'agit d'infrastructures entrant dans le cadre des nouveaux projets émergents ou NPE mis en place par l'État. 5 districts en sont les bénéficiaires, notamment Belou, Tsiumbe, Imbouvbe, Anjoui, Imbossar et Impani. Le secrétaire général du gouvernement a effectué une visite inopinée de ces infrastructures en fin de semaine. Les détails avec Agnès Martina.
Une délégation menée par le secrétaire général du gouvernement a effectué des visites inopinées du 14 au 16 septembre dernier dans 5 districts dans la partie sud de Madagascar, à savoir les districts d'Ampani, Belo, Tsiumbe, Amvumbe et Ambossar. Il s'agit de constater l'avancement des travaux dans le cadre des nouveaux pôles émergents, entre autres les gymnases, les EPP Manarapench, les maisons des jeunes, les Tchannampel, les SB2, l'hôpital Manarapench de Belo, les bureaux régionaux Manarapench. On a constaté l'avancement des travaux dans beaucoup de chantiers, quoique certains chantiers connaissent de légers blocages suite aux lourdeurs des procédures administratives, selon les responsables durant la visite. Des observations ont été également émises afin d'améliorer la qualité des travaux, mais également pour accélérer les travaux afin que les délais mis en place par le président de la République lors du colloque soient respectés. Les autorités locales ont reçu des consignes de contrôler tous les travaux dans leur zone d'intervention afin d'assurer la pérennité des infrastructures. De son côté, le gouvernement activera les processus pour que les travaux continuent à grandes échelles selon les explications. Une autre visite est prévue prochainement pour constater le respect des observations et recommandations émises. Il est à rappeler que suite à la réalisation du colloque régional pour l'émergence du sud de Madagascar, 13 résolutions portant sur des nouveaux projets émergents ont été priorisées pour apporter un changement radical dans le sud afin d'éradiquer le kéri et de renforcer la résilience. Toujours dans cette page sociale, durant ces 6 années d'expérience, 70 000 foyers dans les régions Anjoy et Anos ont déjà bénéficié des avantages du projet Fiavut, un projet initié par le ministère de la Population, mis en œuvre par le FID et financé par la Banque mondiale. Plus de détails dans ce reportage de Ruth Christelle Hakout-Malal et Yves Janel. Le projet Fiavut, initié par le ministère de la Population et mis en œuvre par le FID, a apporté de grands changements dans la vie de la population du sud de Madagascar, notamment dans les régions Anous et Anjoy. Ce projet vise à aider financièrement des foyers vulnérables afin que leurs enfants puissent aller à l'école. Durant la réalisation de ce projet, il y a eu également la délivrance de jugements supplétifs aux enfants des bénéficiaires, selon le directeur général de FID, Adjianatenenadzan. Le député élu dans cette circonscription, Jean-Michel Henry, a aussi souligné l'importance de ce projet, surtout dans la partie sud touchée par le kéré. Le projet Fiavut a débuté en 2016. Ainsi, pour la célébration de son 6e anniversaire, un événement Tsenabe a eu lieu à Mbouvbe-Anjoui le week-end dernier. C'était également l'occasion d'attribuer des prix aux femmes qui ont bénéficié de ce projet. Dans un tout autre sujet à présent, page politique, l'ambassadeur de la France, Christophe Bouchard, et celui du Japon, Ichihiro Yogoshi, achèvent leur mandat dans le pays. Afin de les remercier, ils ont été nommés commandeurs de l'ordre national aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Anos. Durant la cérémonie de remise de médailles aux 2 ambassadeurs, l'État malagasy a réitéré sa reconnaissance pour les efforts fournis par ces 2 ambassadeurs, notamment dans le renforcement des relations et de la coopération entre Madagascar et leurs pays respectifs, et plus particulièrement remercier dans leur contribution au développement de Madagascar et à leur appui durant la période de Covid-19 et les inondations à Madagascar. Écoutons-les. Et je vois ça comme la reconnaissance et des efforts que nous avons menés tous ensemble pendant ces 3 années pour entretenir cette relation aussi importante qui existe entre la France et Madagascar. Comme le ministre l'a dit, ça s'est passé pendant la pandémie du Covid. La coopération de sécurité et de défense, puisque nous sommes avec le ministre de la Défense, et nous avons, je crois, montré que cette relation, elle reste forte, peut-être plus forte que jamais, entre nos 2 pays. Donc, le contexte pendant mon mandat a été plutôt difficile à vivre à cause de Covid, mais quand même, malgré ça, mais grâce à des coopérations, collaborations, bienveillance à l'égard du Japon et à moi-même, tous les partenaires malgaches, donc on a pu réaliser pas mal de coopérations. Et cette année, 60e anniversaire de nos relations diplomatiques avec le Madagascar, je crois que nous avons pu renforcer et approfondir nos relations bilatérales. Donc c'est avec sentiment de devoir accompli et aussi satisfaction que je quittais ce beau pays
qui est Madagascar, pays ami pour le Japon. Dans les actualités internationales de ce soir, l'hymne national britannique God Save the King résonne dans la baie de Westminster. Cette version remplace God Save the Queen ou Que Dieu sauve la reine, l'hymne depuis l'ascension au trône de la défunte souveraine en 1952. France 24 nous en dit plus. Et c'est donc le joueur de cornemuse de la reine, le Major Paul Burns, qui avec cette complainte Sleep, Dearest Sleep, met ainsi fin au service des funérailles d'État que vous venez de suivre en direct avec nous. Et plusieurs centaines de dirigeants et de représentants des monarchies du monde entier étaient réunis aujourd'hui à Londres pour assister aux funérailles de la reine Elisabeth II avant son inhumation dans la soirée au château de Windsor. France 24. Vous pouvez voir sur les images ce cortège qui traverse le cœur de Londres aux abords de Westminster, aux abords de Green Park, St James's Park, le Mall, et qui prend la direction de Hyde Park Corner avant de prendre la direction de Windsor. Vous voyez des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes qui ont passé toute la nuit. Imaginez
ces gens qui ont attendu des heures, qui ont campé, qui ont dormi dans des sacs de couchage, et je peux vous dire qu'il fait très froid ici la nuit, et aujourd'hui ils peuvent enfin dire au revoir à leur reine. Alors on a vu ici le long de la Tamise des gens aussi quitter la cérémonie qui avait lieu à l'abbaye de Westminster. J'ai pu m'entretenir avec un lord qui me disait que c'était un moment magnifique, qu'il en avait les larmes aux yeux lorsqu'il y avait les chants religieux, que c'était une cérémonie sublime, millimétrée, que tout s'est très très bien passé. Lui qui connaît assez bien la famille royale me disait qu'il avait trouvé cette famille royale digne dans un moment forcément compliqué, car oui, les sujets de la reine, en tout cas le peuple britannique perd sa reine Elisabeth II, mais certains perdent une mère, une grand-mère, une arrière-grand-mère, et il avait trouvé cette famille très digne. Pour l'anecdote, je me trouvais dans les années 90 ici, j'avais à peine 15 ans, pour les funérailles de Diana, de Lady Di, et on avait vu bien sûr ces images de liesse populaire, de tristesse, ces fleurs, ces bouquets qui jonchaient les trottoirs aux abords de St. James Park. Eh bien c'est tout à fait comparable aujourd'hui. C'est peut-être encore plus puissant aujourd'hui pour la reine Elisabeth II, mais c'est parfaitement comparable. On peut faire un parallèle entre ces deux moments, ces deux événements, ces deux moments historiques dans l'histoire du Royaume-Uni. Un peuple qui pleure la mort d'une reine, d'une lady à l'époque de Diana. En tout cas, c'est un moment très fort que vit le Royaume-Uni. Et depuis 10 jours, on a vu ces images, ces hommages en Écosse, à Londres, mais aussi un peu partout dans le pays. Alors oui, les Anglais ne sont pas tous derrière la monarchie, il y a des républicains, mais aujourd'hui, c'est vraiment un moment d'unité, de communion, et les divisions sont mises de côté. Merci. Elisabeth II a entretenu des attaches particulières avec les anciennes colonies britanniques et les membres du Commonwealth en Afrique. De son début de reine au Kenya à ses rencontres marquantes avec Kwame Nkrumah et Nelson Mandela, retour sur l'histoire de la reine avec le continent africain. France 24. Elle s'est couchée princesse et s'est réveillée reine. Un moment qu'Elisabeth II a vécu alors qu'elle séjournait à Tritops au Kenya avec son mari. Dans la nuit du 5 au 6 février 1952, le roi George VI succombe à un cancer du poumon dans l'est de l'Angleterre. Sa fille Elisabeth prend alors directement ses nouvelles fonctions alors qu'elle se trouve sur le continent africain pour une tournée dans les pays du Commonwealth. Elle apprend la nouvelle plus de 24 heures après le décès de son père, alors qu'elle s'accordait avec le duc d'Édimbourg une nuit loin de ses obligations officielles dans un pavillon d'observation de la faune. L'Afrique, la reine la retrouvera 2 ans plus tard dans le cadre d'un grand périple à travers le Commonwealth. Et c'est la Libye qu'elle choisit pour faire son premier voyage officiel sur le continent depuis son couronnement. À Tobrouk, elle rencontre le roi Idriss, qui sera le dernier monarque du pays. Contre l'avis de nombreux politiques, dont Winston Churchill, alors à la tête des conservateurs, Elisabeth II se rend en 1961 dans la première colonie africaine à devenir indépendante 4 ans plus tôt, le Ghana. D'Elisabeth II à Accra, on retiendra cette danse qu'elle a accordée au président panafricain Kwame Nkrumah, un geste perçu comme une marque de considération par le président ghanéen. À l'époque, l'objectif pour la reine est de conserver au maximum les liens avec cette ancienne colonie et limiter l'influence soviétique dans ce pays. 18 ans plus tard, là encore, une visite qui fait les gros titres, déconseillée par l'entourage de la monarque et notamment la première ministre Margaret Thatcher. Elisabeth II insiste pour se rendre en Zambie à l'occasion du 5e meeting des chefs de gouvernement du Commonwealth. Dans un contexte sécuritaire très tendu, dans un pays limitrophe de la Rhodésie du Sud en pleine guerre civile, la reine préside la signature de la déclaration de Lusaka sur le racisme et les discriminations. Un texte qui établit l'égalité raciale sur le plan légal et condamne l'apartheid en Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, justement, la monarque ne foule son sol qu'en 1995. Pour la première fois depuis le début de son règne, la seconde depuis 1947. Lors de sa première visite, c'est là qu'elle prononce son premier discours de princesse héritière. Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous. 48 ans plus tard, le contexte politique est bien différent. L'apartheid a pris fin et l'Afrique du Sud vient de réintégrer le Commonwealth. Devant Nelson Mandela à Port Elizabeth, la reine prend la parole
et exhorte la jeunesse sud-africaine à reconstruire sa nation. Elle félicite également la population d'avoir réussi, en douceur, sa transition vers la démocratie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans quelques instants. Vous allez suivre votre série Revenge. Sur ce, très bonne continuation sur notre chaîne et très bonne soirée à tous. Au revoir.